Bienvenue sur notre chaîne. David avait été marié avant Kim et avait une fille issue de ce mariage qui ne vivait pas avec lui et Kim. Après l'échec de ce précédent mariage, il a fréquenté Kim pendant quelques années, puis ils se sont mariés en 1989. Lorsque Kim était enceinte de Jill à l'été 1994, David a rencontré une femme à la salle de sport et a commencé à avoir une liaison avec elle. Cette femme s'appelait Stephanie McCarthy. Et David la connaissait depuis 1992, mais il avait un petit ami la plupart du temps, alors pendant quelques années, ils sont restés amis. Mais quand Stéphanie a découvert que Kim était enceinte, elle a dit à David qu'elle en avait fini. Apparemment, c'était une chose de briser un mariage, mais c'en était une autre quand un mariage attendait un autre enfant et que les enjeux étaient peut-être plus importants à ses yeux. Cependant, cette culpabilité n'a apparemment pas duré longtemps, car peu de temps après la rupture, elle s'est remise avec David. Et David, qui, croyez-le ou non, avait la réputation d'être un homme plutôt honnête, ne s'est pas retenu. On dirait qu'elle a demandé à David s'il la trompait, surtout pour se rassurer, et peut-être lui donner une chance de nier et de se sentir encore plus aimée. Et puis, non seulement elle s'occupait déjà d'un enfant en bas âge pendant sa grossesse, mais maintenant, découvrir que son mari qu'elle aimait et en qui elle avait confiance jusque-là la trompait, je n'ose même pas imaginer à quel point c'était dur pour elle. Elle est donc rentrée chez elle et a dit à David « Non, sors, et ne te laisse pas écraser par la porte en sortant ». Tout ça cependant est resté secret, car David était encore dans la police à l'époque. Et puis, quand elle a finalement donné naissance à sa petite Jill en février 1995, David n'était même pas là. J'imagine qu'il était du genre jaloux, mais j'imagine aussi qu'il n'appréciait pas le fait qu'il avait fait exploser son mariage pour cette femme et maintenant elle cherchait une porte de sortie et pourrait renouer avec son ex. Sans compter que si Stéphanie le larguait, il devrait probablement déménager à nouveau et trouver son propre appartement cette fois, et on dirait que le château de cartes commençait à s'écrouler pour David, ce qui est tant mieux. Elle l'a écouté, mais à son retour, David n'était clairement pas dans un bon état d'esprit. Tout ça était beaucoup trop pour elle, et tant mieux pour toi, car même si je ne suis pas d'accord avec le fait que tu sois une maîtresse, tu n'avais pas besoin de tout ce bazar. Malgré toutes ces menaces, tu sais probablement, si tu as déjà eu affaire à un narcissique ou un manipulateur, que David ne s'est pas suicidé à cause de son départ. Ce fait un choc total pour toute sa famille aussi, mais elle voulait se remettre avec David. Je suis sûre que le fait qu'elle soit maintenant à la maison à élever un jeune enfant et un nouveau-né a joué un rôle majeur. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont remis ensemble et ont commencé à recoller les morceaux de leur mariage. Si une femme lui disait non, il s'énervait. Mais il ne restait pas longtemps en colère, car il allait trouver quelqu'un d'autre qui accepterait. Même s'il ne pouvait plus coucher avec tous ses complices dans sa voiture de police, il continuait à tromper Kim avec tous ceux qu'il trouvait, y compris une femme qu'il avait secourue au bord de la route un soir. Il a raconté qu'en rentrant de son match de basket, alors qu'il s'engageait dans l'allée, ses phares ont éclairé le garage, montrant Kim allongé près de la portière passager de sa voiture qui était ouverte. Brad, quant à lui, était allongé sur la banquette arrière côté conducteur, car il avait été touché par une balle alors qu'il tentait de s'enfuir. Donc tout ça sembrait très suspect pour la police, qu'un inconnu arrive dans leur allée, tue Kim, Brad et Jill, puis repartent sans rien emporter. Ce qui, je dois le dire, était aussi assez étrange de la part de David, car même sachant qu'il était policier qualifié et qu'il savait probablement distinguer les morts des blessés, c'était étrange qu'il n'ait même pas essayé d'aider sa femme ou sa fille. Il y avait aussi des empreintes digitales non identifiées à l'extérieur de la voiture de Kim. Mais les enquêteurs n'y ont pas prêté attention, car elle se garait tous les jours sur un parking public pour le travail et ils ont supposé que les empreintes provenaient de là. Le rapport d'autopsie a montré que les 3 victimes étaient décédées des suites de blessures par balle, mais d'après le médecin légiste, Jill souffrait d'un traumatisme contusant aux parties génitales. Et ce traumatisme semblait avoir été produit dans les 24 heures après que les corps entières avaient été retrouvés dans la voiture. Maintenant, je ne sais pas si ce détail a un rapport avec le traumatisme que Jill a subi à cet endroit, mais je sais que juste avant les meurtres, Kim a dit à une amie, je cite, « L'histoire se répète ». L'enquête était encore assez précoce, mais ses proches de David commençaient déjà à avoir des doutes sur lui, y compris Janice, la maman de Kim.
Janice savait que sa petite fille Jill était une petite fille irascible et extravertie, et elle pensait que si un inconnu ou quelqu'un dont elle n'était pas proche l'avait agressée, elle aurait parlé. La seule façon pour qu'elle ne dise rien serait que ce soit David. Le conjoint et parents censés être endeuillés et tout ça, mais apparemment ils vont bien, on le fasse un plave, et le public avait l'impression que David aurait dû pleurer en sortant de l'église, mais ce n'était pas le cas. Donc, après l'arrestation de David ce dimanche-là, les funérailles de Kim, Brad et Jill ont eu lieu quelques jours plus tard. Ils ont dit que cela avait un lien avec toutes les affaires de David. Ils ont dit que lorsque David sortait Brad de la voiture, sa chemise a effleuré les cheveux ensanglantés de Jill, ce qui a laissé des éclaboussures sur sa chemise. La facture de téléphone indiquait que l'appel avait été fait après 19h, mais elle ne tenait pas compte d'une heure de décalage horaire. Le jury n'aurait pas dû entendre toutes ces femmes avec lesquelles David avait eu des liaisons. Mais en novembre de la même année, les charges de meurtre ont été abandonnées contre David, ce qui signifie qu'il allait être jugé une deuxième fois. Près d'1 an et demi avait été passé depuis qu'il avait appris qu'il aurait une nouvelle chance d'être jugé, et pendant ce temps, son équipe de défense avait fait des heures supplémentaires pour trouver une stratégie qui lui serait vraiment bénéfique. Mais pour une raison inconnue, ils n'ont pas voulu voir les résultats. Et si vous vous souvenez, quand Kim a été retrouvée morte, ses chaussures étaient posées sur le toit de la voiture, ce qui signifiait que quelqu'un les avait enlevées de ses pieds et les avait posées là. En gros, le test polygraphe suggérait que Charles ne disait pas la vérité, surtout sur la question de savoir s'il avait tiré sur quelqu'un en Indiana et sur ses activités au moment des meurtres. Franchement, la police en savait plus sur lui que sur David lorsqu'elle avait décidé de l'arrêter. Mais pour une raison inconnue, les enquêteurs n'ont pas donné suite à ce qu'ils savaient maintenant. Il a dû mettre la main sur la Bronco de David pendant la livraison. C'est pour ça qu'il y avait son empreinte palmaire. Il a ensuite déplacé les chaussures, il a vu une femme s'engager dans l'allée, mais il ne savait pas qui c'était, et il n'a pas beaucoup développé cette partie de l'histoire. Il a expliqué qu'il n'avait pas signalé les meurtres immédiatement car il savait que son sweatshirt était là et qu'il ne voulait pas être blâmé. De plus, Charles était noir et David blanc, donc il savait que personne ne croirait qu'il était innocent dans toute cette histoire. Et quand la police a rencontré Mala pour l'interroger, elle n'était plus avec Charles. Elle a dit que le soir des meurtres, il lui avait dit qu'il allait travailler, ce qui était normal pour lui. Mais plus tard, elle a dit que ce soir-là, il avait sorti une arme et qu'il lui l'avait montrée. Ce n'est pas comme s'il était revenu plus tard pour réclamer son arme. Et dans ses lettres, il expliquait que David allait le payer avec l'argent de l'assurance vie de Kim et que c'était la raison pour laquelle il avait décidé de lui acheter l'arme à feu. Compte tenu de toutes les charges et du fait qu'il était considéré comme un récidiviste, Charles a été condamné à 225 ans de prison, ce qui signifiait que toutes ces peines ont été regroupées pour être exécutées consécutivement. Maintenant, plus personne n'était autorisé à parler du fait que David avait trompé Kim à tort et à travers. Après tout, c'est ce que Charles avait dit à la police. David voulait l'argent et Charles en toucha également une part. Il n'y avait juste pas assez de preuves pour prouver sa culpabilité et de nombreux indices indiquaient que probablement Charles était responsable. 13 ans, c'est un long moment, surtout avec une telle couverture médiatique, et tout le monde n'était pas convaincu de l'innocence de David juste parce qu'il avait été acquitté. Mais rappelez-vous, il avait 11 témoins qui ont affirmé qu'il était présent au match, l'ADN qui prouve que Charles l'a fait, et à chaque étape, je me suis dit « Oh, vas-y, c'est évident ». La famille de Kim pense toujours que David est coupable et elle ne change pas d'avis. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?